La douleur. Vous savez malheureusement tous de quoi je parle, donc on va pas s'arrêter plus que ça sur l'intro. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal? Let's go! L'International Association for the Study of Pain, l'IASP quoi, définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. C'est quand t'as mal quoi. Ah bah ils se sont pas loupés, hein, c'est une bonne définition. Alors on distingue plusieurs types de douleurs et c'est important que je les nuance parce qu'on va pas pouvoir parler de tout. On a d'abord la douleur nociceptive, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc pour l'instant je vais la mettre de côté. Ensuite on a la douleur neurogène, qui est une douleur générée par un nerf, comme quand tu te cognes ici, là au niveau du coude par exemple, et que tu ressens une sensation de décharge électrique ou de brûlure. Et la douleur dite psychogène. Elle est générée par le psychisme, mais la sensation de douleur, elle, est bel et bien réelle, même si t'as pas de blessure, quoi. Et cette douleur, elle est assez technique à expliquer, d'autant plus qu'on n'arrive toujours pas vraiment à comprendre son fonctionnement, même aujourd'hui. Donc douleur neurogène et psychogène, on va pas plus en parler que ça aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Donc on va en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la douleur nociceptive. C'est la douleur la plus classique, on va dire, hein, quand tu te cognes, quand tu te blesses, quand tu chutes, quand tu te râpes, quand tu te coupes, quand l'intégrité de ton organisme est atteinte. La douleur nociceptive, elle est permise par la transmission d'un stimulus nociceptif par le système nerveux au cerveau. Voilà. Quoi? Comment ça, il vous manque des infos? En gros, partout sur et dans notre corps, on a des récepteurs nociceptifs, aussi appelés nocicepteurs, et ce sont eux qui permettent de détecter l'atteinte à notre intégrité physique ou organique. Et quand je dis qu'on en a partout, c'est partout. Ah ouais? Partout? Genre partout? Tu me mets mal à l'aise. On en a dans les organes, dans les muscles, dans les tendons, dans la peau, sur la peau. Sauf, et oui, j'ai trouvé une exception, mais on y reviendra plus tard. Donc le chemin de la douleur, il commence par eux. Dans un premier temps, cette sensation va être détectée par les nocicepteurs. Ils vont être stimulés et créer un message nerveux. Ce message, il faut qu'il parte directos dans le bureau du directeur, aka le cerveau. Parce que le cerveau, je le rappelle, le gars, il est là-dedans. Hein, il voit rien, il sent rien, il peut rien faire en fait sans tout le reste. Donc c'est important que le corps lui fasse remonter les infos pour qu'il puisse prendre une décision. Et le chemin le plus court et le plus rapide pour faire ça, c'est l'autoroute du corps humain, la moelle épinière. Et là, je peux te dire qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Hein. Mon frérot, il faut que tu ailles aussi vite que possible. Et puisqu'on parle du cerveau, ça tombe bien, on dirait que cette vidéo a été écrite. Je reviens à ce que je vous ai dit juste avant. On en a dans les organes, dans les muscles, dans les tendons, dans la peau, sur la peau. Sauf, et oui, j'ai trouvé une exception. Eh bien, c'est lui, le cerveau. Le cerveau serait dénué de récepteurs de douleur. Du coup, les douleurs au crâne, ce serait plutôt lié à d'autres structures de la tête qui, elles, ont des nocicepteurs. Comme les vaisseaux sanguins, le cuir chevelu, la boîte crânienne, les méninges, mais pas le cerveau directement. Même dans des cas plus graves, hein, comme une tumeur au cerveau, en fait, ce qui provoque la douleur, c'est la pression interne qui augmente et qui va compresser, en fait, d'autres structures de la tête qui, elles, ont des nocicepteurs, comme la boîte crânienne, par exemple. C'est elle qui ressent la douleur, pas le cerveau directement. Mais revenons-en au chemin de la douleur. Donc, le message est créé par des nocicepteurs. Il passe par la moelle épinière et remonte directement au cerveau. Le cerveau reçoit ce message et on en arrive à la deuxième étape, la réalisation de la douleur par le cerveau. C'est là qu'il va prendre conscience de son intensité pour définir, dans un premier temps, la supportabilité de cette douleur. Et il va répondre quasiment immédiatement à cette information par un envoi massif d'ordre à l'attention d'autres parties du corps pour tenter de réguler l'intensité de cette douleur. Comme par exemple la création d'endorphines autour de la zone impactée. Et c'est ça qui va calmer la douleur. Mais bref, ensuite le cerveau nous amène à la troisième étape, la réaction physique. Comment le corps, l'individu doit agir pour se protéger du danger, ne serait-ce que momentanément. Et pour finir, la dernière étape, la mémorisation. Le cerveau et le corps va mémoriser ce qui vient de se passer afin soit d'éviter que ça se reproduise, soit d'être mieux préparé si ça venait à se reproduire. Alors, l'étape de la réalisation et de la réaction à la douleur, elle va varier en fonction des individus. Et selon pas mal de critères différents, comme l'habitude, l'optimisme, la robustesse. Par exemple, si tu as l'habitude de jouer au basket, tu vas être plus souvent amené à te fouler le poignet. En tout cas, ça va plus t'arriver à toi qu'à moi. Du coup, pour un joueur de basket, cette douleur, elle sera probablement moins exprimée et moins ressentie que si moi, qui n'en ai pas l'habitude, il m'arrivait la même chose. Et il y a même un critère plus dingue que ça, qui est lié aux conséquences de la blessure subie. Et là, je vais citer une expérience plus sérieuse et réputée que mon exemple, celle de Henry K. Beecher, un anesthésiste américain. Il a comparé la réaction à la douleur de deux groupes de personnes différents. Des militaires blessés pendant la Seconde Guerre mondiale et des civils blessés eux aussi. Et il s'est rendu compte qu'en général, les civils demandaient bien plus d'antidouleurs que les militaires, et parfois pour des mêmes blessures. Mais également, même si la blessure du civil était moindre que la blessure du militaire. Alors on pourrait croire que là aussi, c'est lié à l'habitude, hein,
peut se dire que le militaire, il a l'habitude des combats et donc probablement des blessures, mais c'est pas aussi simple que ça. Si un militaire avait perdu un bras, par exemple, c'est clairement pas par habitude qu'il le vivait mieux. Le mec a pas l'habitude de perdre des bras. Et donc en fait, Beecher, il a fait le rapprochement avec les conséquences que ces blessures allaient engendrer dans la vie des personnes blessées. Pour un militaire, une blessure grave représentait déjà la vie sauve, la fin des combats, le retour à la maison, la considération sociale, tout un tas de trucs plus agréable que la guerre. Alors que pour un civil, une blessure grave, c'était généralement facteur d'une perte d'emploi, de soucis financiers et de désinsertion sociale. Donc voilà, puisque c'est aussi subjectif, c'est pas évident de continuer à généraliser sur le sujet. Donc je vais m'arrêter là. Au revoir.